Donc ensemble, nous avons lu la première moitié de l'Iliade. Et aujourd'hui, je vous ai donné un devoir, n'est-ce pas? J'ai donc 3 questions à vous poser à propos d'Achille. La première question est la suivante. Imaginez-vous un instant dans la peau du légendaire et vaillant Achille. En quoi lui ressemblez-vous? Quelle expérience dans votre vie ressemble beaucoup à celle d'Achille? Et vous avez dit que Achille est presque un miroir pour vous, car vous adorez jouer au football, mais un jour, vous vous êtes senti humilié, alors vous avez arrêté de jouer au football, et cela vous a déchiré le cœur. Et votre expression était fierté et vulnérabilité. Cela montre que la lecture de l'Iliade offre une compréhension profonde de soi-même, ainsi que de la nature du cœur humain, où l'arrogance et l'insécurité sont les 2 faces d'une même pièce, n'est-ce pas? Ils sont regroupés. D'accord? Une autre question se pose. Imaginez l'enfance d'Achille. Et vous avez dit qu'Achille, lorsqu'il était jeune, était probablement très rebelle, très imaginatif. Et c'est vrai. Il teste toujours les limites. Il a une imagination très vive. La dernière question est, imaginez Achille aujourd'hui. Que ferait-il? Ici, la réponse est très intéressante. La réponse, c'est qu'il essaierait probablement de devenir un athlète olympique. Donc, la réponse évidente serait qu'il essaye d'être soldat, parce qu'il aime la guerre. Mais ce que l'on comprend, c'est que non, ce qu'Achille veut vraiment, c'est se démarquer et être admiré de tous. Il veut être célèbre. Et donc, il est plus logique pour lui de vouloir être un athlète olympique que d'être un soldat. Mais on se rend aussi compte qu'être un athlète olympique comporte beaucoup de restrictions, parce qu'il faut des entraîneurs, des sponsors, il faut suivre un certain régime. Et Achille est une personne très indépendante d'esprit. Et donc, il se rebellerait contre toute cette autorité, toute cette structure, toute cette conformité. Et donc, il échouerait probablement dans la société d'aujourd'hui. D'accord? Donc, tout l'intérêt de cet exercice est de vous montrer qu'un grand livre a pour effet de stimuler votre imagination. Il aide votre imagination à plonger profondément dans votre propre cœur humain et à voir à quel point il est compliqué, complexe, sombre. Cela vous permet aussi d'imaginer Achille comme une personne entière. Vous ne le connaissez pas. Vous n'avez jamais rencontré Achille. Et Achille est honnêtement un personnage fictif. Il n'a jamais existé. Mais il est réel pour vous, au point que vous pouvez imaginer son passé, son enfance. Et vous êtes capable de vivre ce qu'il a vécu. Ce qui est encore plus puissant, c'est que vous pouvez imaginer Achille dans notre monde et le voir comme un être humain vivant et respirant. Voilà ce qu'est un grand livre. Un grand livre est composé de personnages qui sont réels pour vous et qui rendent le monde plus réel pour vous. Il stimule votre imagination, ce qui vous permet de réfléchir beaucoup plus profondément à vous-même, ainsi que de comprendre le monde qui vous entoure de façon plus imaginative. D'accord? Alors maintenant, la question est, comment cela se produit-il? Quels sont les mécanismes derrière tout cela? D'accord, donc, il y avait un critique littéraire américain très célèbre nommé Harold Bloom. Il était à Yale. Il a en fait enseigné à Yale quand j'y étais. J'ai étudié la littérature anglaise à Yale et j'ai même assisté à un de ses cours, mais il est considéré comme le critique littéraire américain le plus célèbre. Et son explication de ce qu'est un grand livre? Qu'est-ce qu'un grand livre? Un grand livre, c'est quelque chose qui nous aide à devenir humains. Ce
Ce qu'il veut dire par là, c'est que dans un grand livre, les personnages sont différents parce qu'ils sont capables de s'entendre parler. D'accord? S'entendre parler. Ce sont ces mots. Qu'est-ce que cela signifie? S'entendre parler. Cela signifie qu'en vous parlant, il y a aussi une partie de moi qui prend du recul et analyse ce que je dis. Cela doit avoir du sens pour moi. Cela doit avoir du sens pour toi. Et nous appelons cela la conscience. Être humain, c'est être conscient. Mais être conscient est, en fin de compte, un acte d'imagination. Parce que pendant que tu parles, tu dois prendre du recul. En fait, on appelle cela la dissociation. Tu dois te dissocier, ce qui signifie en gros que pendant que tu parles, pendant que tu es dans ce monde, une partie de toi, presque comme un fantôme, s'éloigne et observe toute la scène. Et non seulement je m'imagine en train de parler, mais j'imagine aussi ce qui se passe dans ton esprit, dans ton cœur, pendant que je parle. Mon effet sur toi. D'accord? Ça va? Alors voyons comment cela s'applique à l'Iliade. D'accord. Souviens-toi, dans le premier livre de l'Iliade, Agamemnon et Achille, ils sont en train de se disputer. Ils se disputent parce qu'Agamemnon a volé, kidnappé une jeune fille. Le père a exigé de la racheter. Agamemnon a enfreint les règles de la guerre, de la piraterie, et a dit « Non, elle me plaît. Va te faire voir. Je suis le roi des rois. Je ferai ce que je veux. Le père est un prêtre d'Apollon. » Apollon déclenche une peste parmi les soldats grecs. Ils sont tous en train de mourir. Achille dit à Agamemnon, « Nous sommes tous en train de mourir sur les rives de Troie. Donc tu dois rendre la fille. » Et Agamemnon répond, « D'accord, je la rends, mais maintenant je veux ta fille en échange. D'accord ?» Et c'est ainsi que commence le conflit principal de l'Iliade. Ce qui est intéressant, c'est à quel point ils sont conscients. Ce qui se passe, c'est qu'il s'agit d'un conseil de guerre. Et lors du conseil de guerre, les généraux grecs se réunissent et décident de la stratégie. Et donc, pendant qu'Agamemnon parle, d'accord? Si vous observez son discours, il fait 3 choses en même temps. La première et la plus importante, c'est qu'il répond à Achille, n'est-ce pas? Achille dit, tu dois rendre la fille. Et Agamemnon répond, très bien. Je vais rendre la fille, mais en échange, je veux ta fille. Donc, c'est une réponse à Achille. Il a l'impression qu'Achille lui a fait perdre la face. Alors maintenant, il veut qu'Achille perde la face aussi. D'accord? Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'Agamemnon prend en compte la façon dont les autres perçoivent l'interaction, n'est-ce pas? Pourquoi Agamemnon exige-t-il ou réclame-t-il la compagne d'Achille? Parce qu'Agamemnon ne veut pas perdre la face devant les autres, d'accord? Donc il comprend que s'il dit simplement à Achille, tu sais quoi, Achille, tu as raison, il perdrait la face devant les autres généraux. Il perdrait le respect. Et dans ce monde, si personne ne te respecte, tu peux te faire tuer. D'accord? Ces gens-là sont des gangsters. Donc il comprend que pour sauver la face, il doit maintenant exiger quelque chose d'Achille pour montrer qu'il lui est supérieur. Il en est aussi très conscient. Mais en même temps, il va aussi prendre du recul. D'accord? Et il va faire attention à ses propres paroles pour s'assurer que tout ce qu'il dit a du sens. Pour lui, c'est cohérent. D'accord? Et donc, ce qu'il dit à Achille, c'est « Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'aime ma petite amie. D'accord? Tu m'as volé celle que j'aime et donc je dois me venger de toi. D'accord? Vous voyez à quel point tout cela est cohérent.
il dit à Achille, « Pour que tu comprennes bien que je suis ton supérieur, je vais prendre ce que tu apprécies le plus. » Et puis il réfléchit à la réaction des chefs de guerre pour s'assurer qu'ils comprennent bien qu'il reste le patron. Mais il s'assure aussi dans sa tête que ce qu'il dit est cohérent en soi, d'accord? Que ce qu'il fait a une logique. La logique, c'est parce que je l'aimais. Parce que tu me voles, bon sang, l'amour. Je l'aime plus que ma propre femme, Clytemnestre. D'accord? Vous voyez donc à quel point tout cela est cohérent. Et c'est incroyable quand on y pense, non? Et c'est ce qui fait d'Agamemnon un personnage réel pour nous, d'accord? Mais l'autre chose, c'est qu'Achille agit de la même façon, d'accord? Il est vivant dans la scène. Il écoute Agamemnon et sa réponse est la suivante. « Pourquoi me voles-tu ce qui m'appartient légitimement? Mais non! Je suis venu à Troie non pas parce que je déteste les Troyens. Je vis contre les Troyens. Je suis venu à Troie parce que tu m'as ordonné de venir à Troie et donc je risque ma vie pour toi. Tu as obtenu la plus grande partie du trésor. Tu as tiré le plus grand profit de cette guerre. Je prends un tout petit peu et maintenant tu me voles aussi ce petit peu. D'accord? Alors pourquoi Achille dit-il cela? Achille dit cela en réponse à Agamemnon, mais il le dit aussi pour gagner la sympathie des autres, n'est-ce pas? Et il fait aussi cela parce qu'il est conscient de qui il est. D'accord? Ils essaient, c'est une bataille de vision du monde. D'accord? Vision du monde. Ce qu'ils essaient vraiment de faire, c'est, à travers leur discours, de contrôler la réalité. Par leur discours, ils essaient d'imposer leur réalité aux autres. C'est pourquoi cette scène est si émotionnelle et violente entre les deux. Ensuite, ce qui se passe, et c'est encore plus étonnant, c'est que cela recommence. Ménon entend Achille parler, et ce qu'il fait alors, c'est qu'il répond à Achille en utilisant sa propre mémoire et son expérience, d'accord? Et ce qu'il dit à Achille, c'est « Achille, tu dis que tu es venu ici pour te battre pour moi. Mais nous savons tous que tu es vaniteux. Tu es un narcissique. Tu es un connard. Tu es venu ici pour gagner de la gloire pour toi-même. Tu ne fais que m'utiliser comme excuse, comme prétexte, afin de gagner de la gloire sur les rives de Troie. C'est pour ça que tu es vraiment venu. Alors ne me sors pas ces conneries sur le fait que tu fais tous les sacrifices pour moi. Tu ne peux pas faire de sacrifices pour les autres parce que tu es un connard égoïste. D'accord? Et ensuite, la réponse d'Achille, c'est « Très bien, si tu fais ça, alors je ne me battrai plus pour toi. » Tu vois à quel point c'est réel. Et encore une fois, ce qui est incroyable, c'est que tout cela vient de l'esprit d'une seule personne, Homère, le poète. D'accord, alors imaginez ceci. Pendant que je vous parle, je suis capable de m'élever mentalement et d'observer toute la classe où non seulement je m'entends parler, d'accord? Et je mesure et j'observe l'effet de mes paroles. Mais maintenant, je suis aussi capable d'entrer dans votre esprit un par un et de réfléchir à la façon dont mes mots modifient votre réalité. Comment ils influencent vos émotions, comment ils influencent votre mémoire. Et réfléchissez à leur impact sur vous et à la façon dont ils guideront votre comportement et vos actions demain, dans 10 ans. D'accord? Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que pendant que cela se produit, Nestor, n'est-ce pas? Nestor, qui est l'un des généraux les plus âgés, entre en scène et essaye de réconcilier Agamemnon et Achille. D'accord? Donc, non seulement les deux personnages principaux ont leur propre vie, mais les observateurs ont aussi leur propre vie. Ainsi, dans l'Iliade, ce qui est incroyable, c'est que non seulement les personnages principaux sont vivants, mais chaque personnage, que ce soit Ulysse, Hector, Priam, Nestor, ils sont tous vivants également.
avec de vraies émotions, de vrais sentiments et de vraies expériences. D'accord? Et la raison pour laquelle nous le savons, c'est que si cela est vrai, alors nous sommes capables de regarder en arrière pour voir comment cela a pris forme dans le passé. Et nous sommes aussi capables de faire des prédictions sur l'avenir et tout cela est cohérent. D'accord? Donc, sur cette base, nous allons maintenant savoir que le conflit majeur dans l'Iliade est celui entre Agamemnon et Achille, où ils luttent pour le contrôle du récit. Là où Achille veut faire croire à tous qu'il fait tout son possible pour sauver les Grecs. C'est un héros. Quand Agamemnon essaie de faire croire à tout le monde qu'Achille n'est qu'un connard égoïste. D'accord? Et c'est ce qui les amène à se comporter comme ils le font. Y compris comportement suicidaire. Car souvenez-vous, au fil de votre lecture, Hector et les Troyens arrivent pour incendier les navires des Grecs. D'accord, ils font ça. Chaque Grec sera tué par les Troyens. Et même à ce moment-là, Agamemnon et Achille refusent tous deux d'abandonner leur version des faits. D'accord, ils insistent sur le fait qu'ils ont raison. Et donc, quand Ulysse vient voir Achille et le supplie, s'il te plaît, reviens et rejoins-nous. Nous te donnerons tout l'argent du monde. Agamemnon t'a promis sa fille. Nous te donnerons toute la ville de Troie après que nous l'aurons conquise. Et Achille répond, non, 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 non. Je veux qu'Agamemnon vienne s'excuser. S'il refuse de venir s'excuser auprès de moi, alors allez tous vous faire voir. D'accord? Vous pouvez donc constater à quel point cela est humain et réel. Et c'est important pour nous car nous sommes maintenant capables de prendre du recul et de nous observer nous-mêmes ainsi que les autres. Nous avons plus d'imagination, nous avons plus d'empathie, nous sommes plus curieux. Et c'est là toute la puissance d'un grand livre. Et c'est ainsi que l'Iliade a créé la plus grande civilisation de la Terre. Dans l'histoire, la civilisation grecque. D'accord? Très bien. Avez-vous des questions avant que je continue à ce sujet? Bien. Maintenant, ce que je veux aborder, c'est comment Homère a-t-il fait cela? Parce que c'est un grand mystère qui a déconcerté les érudits pendant des siècles. Nous savons tous que l'Iliade est l'un des plus grands livres jamais écrits, mais nous ne savons pas qui est Homère. Et nous ne savons pas comment il a fait cela. Certains ont même supposé qu'Homère était en réalité plusieurs personnes. D'accord? Il y a donc une confusion quant à l'identité d'Homère. Les Grecs eux-mêmes appellent Homère le maître, et ils le considèrent comme le père de la civilisation. Nous savons donc qu'Homère était une personne réelle, mais nous ne savons presque rien de lui. D'accord? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est émettre des hypothèses sur la façon dont il a pu accomplir tout cela. D'accord? Comment un seul esprit humain a-t-il pu construire tout un univers peuplé de personnes réelles, tout seul? D'accord. Très bien. Donc, pour comprendre cela, discutons de la façon dont l'identité, la personnalité, la conscience sont créées. D'accord? Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que nous faisons des expériences. D'accord? Et ces expériences deviennent des souvenirs à court terme. Ensuite, ce qui se passe concrètement, c'est que notre cerveau va progressivement filtrer tous ces souvenirs pour les transformer délicatement en émotions profondes. En gros, vous allez classer vos expériences selon leur intensité ou leur valeur émotionnelle. Donc, heureux, triste, en colère, peu importe. En d'autres termes, quelque chose de vraiment important à comprendre, c'est que vos souvenirs sont vos émotions.
Les souvenirs qui suscitent des émotions en vous vont s'intégrer à vous et contribuer à créer votre identité. Mais les souvenirs qui n'ont aucune émotion, vous ne vous en souviendrez jamais. Vous allez simplement les rejeter, d'accord? Et ensuite, ensemble, ces souvenirs vont créer votre identité. Et différentes combinaisons de ces souvenirs vont créer différentes identités. La raison en est que différents souvenirs sont indexés à différents endroits. Ainsi, votre identité à l'école sera différente de votre identité à la maison ou de votre identité lorsque vous allez en Amérique. Il vous faut diverses identités pour naviguer selon les milieux. C'est logique, l'ensemble forme votre vision du monde. Cette vision, c'est votre identité, qui vous êtes et comment vous percevez tout, vous y compris. Et cela vous aide à prendre des décisions. Cela vous aide à naviguer dans les relations sociales. Et cela détermine comment vous vous comportez, d'accord? Est-ce que cela a du sens, n'est-ce pas? D'accord. Très bien. Donc, c'est essentiellement la façon dont nous comprenons le développement de notre personnalité. Mais il y a certains problèmes avec cette compréhension. D'accord? Le premier problème majeur avec cela, c'est le mécanisme de tri. D'accord? En gros, pourquoi réagissons-nous à différentes expériences avec des émotions différentes? Est-ce que cela a du sens? Donc, vous vivez la même expérience, mais vous pouvez réagir avec des émotions différentes, d'accord? Par exemple, avec 50 à 1 test, certains seront tristes, mais d'autres ravis. Wow! Je pensais avoir 10%. Certains voient le verre à moitié vide, d'autres à moitié plein. Donc cela détermine la façon dont nous percevons le monde. Mais la question est alors, d'où vient cette personnalité? D'accord? Pourquoi certaines personnes sont-elles optimistes? Pourquoi certaines personnes sont-elles pessimistes? Et les gens sont nés comme ça. Maintenant, vous pourriez répondre, eh bien, c'est juste génétique, parce que vos deux parents sont optimistes, donc vous êtes optimiste. Vos deux parents sont pessimistes, d'accord? Maintenant, pensez à vos parents et demandez-vous, est-ce que votre personnalité vient de vos parents? Et la réponse est non, ce n'est pas le cas, d'accord? La réponse, c'est que vous êtes en réalité différent de vos parents. J'ai 3 enfants. Je le sais parce que mes 3 enfants sont différents à la fois de ma femme et de moi-même. D'accord, donc la question est, d'où vient cette personnalité? C'est la première question. Nous ne connaissons pas la réponse. La deuxième question, qui est plus problématique, c'est d'accord. Nous savons comment ce processus fonctionne, mais où sont stockés les souvenirs dans le cerveau? N'est-ce pas? Nous savons comment cela fonctionne psychologiquement, mais la question est alors, où cela se produit-il dans le cerveau? Et la réponse est, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous savons quand la respiration du cerveau se produit. Nous savons où, dans le cerveau, l'acquisition du langage a lieu. Mais nous ne savons pas où, dans le cerveau, les souvenirs se forment, sont stockés et accessibles. Nous ne savons pas. C'est vraiment étrange, les gars. D'accord? Très bien, donc voilà. Voilà le deuxième problème, le stockage des souvenirs. D'accord? D'accord. Et puis la troisième question, c'est l'empathie. D'accord? Ou la théorie de l'esprit. C'est une excellente théorie, mais elle ne nous aide pas vraiment à expliquer comment fonctionne l'empathie, n'est-ce pas? Elle n'explique pas notre perception des émotions d'autrui. Nos identités diffèrent, donc nous observons la nôtre, mais cela n'éclaire pas le processus. D'accord? Donc j'ai ces 3 grands problèmes créés par la psychologie moderne. Le premier, c'est d'où vient notre personnalité?
Parce que notre personnalité est un filtre, n'est-ce pas? Notre personnalité détermine comment nous percevons le monde émotionnellement. Le deuxième problème, c'est où tout cela se passe-t-il dans le cerveau? Nous ne savons pas. Et le troisième problème, c'est l'empathie. Comment sommes-nous capables de percevoir les émotions des autres? D'accord, et nous ne savons pas. Je vais donc vous proposer une théorie aujourd'hui, d'accord? Ce qui nous ramène au cours dernier. Imaginez ceci. Essayez d'imaginer que nous soyons essentiellement constitués de matière, de moi, d'accord? De moi. Il y a le corps et le corps se matérialise, n'est-ce pas? D'accord, on le sait. Nous le savons par l'évolution, mais notre conscience provient alors de notre inaction face à l'univers. D'accord? Alors notre cerveau, ce n'est pas un entrepôt. C'est une antenne pour les vibrations de l'univers. D'accord? Et nous appelons cela la conscience. Et souvenez-vous, lors du dernier cours, nous avons discuté de la façon dont cette conscience, l'univers, est conscient, n'est-ce pas? Et il y a une infinité de dimensions à cette conscience. Et c'est là que nos souvenirs sont stockés. Donc, une analogie très simple serait de penser à Internet, n'est-ce pas? Sur votre ordinateur ou portable, une partie de la mémoire est locale, mais le reste est dans le cloud. Via Internet, l'appareil devient plus performant. C'est pareil ici. Si l'on croit que tout vient du seul cerveau humain, rien n'a de sens. Mais si vous supposez que le cerveau humain n'est qu'une antenne vers la conscience universelle, cela a beaucoup plus de sens. D'accord? Et non seulement cela, mais grâce à l'imagination, grâce à la conscience, nous sommes capables de nous implanter dans l'univers. D'accord? Et différentes émotions s'implantent de différentes manières. Longueur d'onde, différentes dimensions. Est-ce que cela a du sens? Donc, la combinaison de vos émotions conduit maintenant à une empreinte unique dans l'univers. D'accord? Et différentes personnalités laisseront évidemment la même empreinte dans l'univers et nous appelons cela archétype. Ceci est une citation de Carl Jung, un psychologue suisse. D'accord, Carl Jung. Il parle d'archétypes. Ces personnalités partagent le même espace universel et agissent donc de façon identique, d'où leur ressemblance. Les personnes maléfiques ont forcément une certaine expression, n'est-ce pas? Les personnes de bien en ont une aussi, tout comme les gens intelligents. D'accord? Donc, les archétypes. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce que fait Homère, c'est qu'il a ouvert son esprit à l'univers et par conséquent, il est capable d'accéder à tous les archétypes. Nous faisons tout cela par empathie, mais Homère est capable de le faire à un niveau bien supérieur à tout le monde. Et ensuite, il est capable de transplanter ces archétypes dans le monde de l'Iliade. Et c'est ainsi qu'il parvient à créer ce qu'il fait. Un mot que nous avons pour ces personnes, c'est prophète, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un prophète? Les prophètes sont ceux qui apportent la vérité de l'univers dans notre monde et la construisent dans un langage qui nous permet d'accéder à cette vérité éternellement. D'accord? Donc à cette époque de l'histoire, les poètes sont des prophètes ou des enseignants. Ce sont les mêmes fonctionnent, d'accord? Là où vous accédez à la vérité de l'univers et où vous diffusez cette vérité par des mots qui permettent la construction de la civilisation. D'accord? Donc, et nous pensons que c'est vrai. Pourquoi? Car imaginez un peu, l'Iliade a été écrite il y a 2500 ans. D'accord? Il a été écrit il y a 2500 ans. Par ce type, Homère,
qui vivaient en Méditerranée dans la mer Égée. N'est-ce pas? Cultures différentes, époques différentes, mais l'Iliade parvient à vous parler directement, à vous, une personne chinoise vivant en Chine au 21e siècle. Non seulement cela, mais vous êtes capable d'imaginer Achille comme étant vous-même. Donc si nous supposons que l'univers est conscient, qu'il est infini et éternel et qu'il existe des archétypes dans cet univers, auquel Homère peut puiser, alors cela prend tout son sens maintenant. D'accord? C'est les deux à la fois.